Bienvenue dans ce module entraînement neurosciences pour les jeunes sportifs, ou plutôt les stratégies d'apprentissage pour permettre l'optimisation et de booster le potentiel de nos joueurs. Un vaste programme, pour moi tout aussi important que les techniques de communication. Alors, nous allons voir durant ce module-là, qui va durer une quinzaine de minutes, je vais vous présenter, pour moi, ce qui me paraît une sorte d'introduction, les enjeux et les fondamentaux pour qu'on puisse ensuite créer nos situations d'apprentissage et après aller un petit peu plus loin dans le processus. On va parler de gamification. Ensuite, nous parlerons d'un processus d'apprentissage à travers l'évolution du joueur pour mener vers les compétences inconscientes. Ensuite, nous verrons la plasticité cérébrale, comment elle évolue et en quoi ça consiste. Et enfin, nous terminerons par les 4 piliers d'apprentissage. La maîtrise n'est pas un don, c'est le fruit d'un processus. Vous commencez à avoir l'habitude. C'est un mantra pour moi que je me répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et que oui, j'ai un impact sur le joueur. Et que oui, rien n'est le fruit du hasard. Et qu'au contraire, ça fait partie d'un processus. Alors, là, on est revenu en arrière. Wayne Smith, avec une phrase assez intéressante. Arrêtez de regarder le tableau de marque et faire en sorte de continuer à respecter les choses qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, être les meilleurs, quelle que soit la situation. Ok. Moi, quand je vois ça, je me dis, oui, effectivement, le score, l'essai, il va valoir 5 points. Mais derrière, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Il y a franchir une d'avantage. Il y a faire un franchissement, justement. C'est-à-dire se retrouver dans la défense. Ok, il y a la passe, il y a le plaquage. Voilà, il y a tout un tas de données ou de data que certains diraient, voilà, les data, certaines stats, qui vont nous permettre en fait de valoriser le joueur et pas seulement que sur un résultat, mais aussi un objectif d'action. Parce que comme on le sait, gagner ou perdre, ça dépend pas forcément que de nous. Et puis vu qu'on est sur un processus, on va s'attacher à avoir des micro-objectifs, des micro-wins pour être dans le processus. Notamment avec cette première chose que nous allons voir qui est la gamification. La gamification, alors là, depuis 3-4 ans que je tombe là-dessus, moi j'en suis vraiment fan et je trouve qu'en termes d'apprentissage, le comportement des joueurs, le changement du comportement des joueurs est assez saisissant. Voilà. La gamification, c'est quoi? Bah, on entend tous les videogames, c'est les jeux vidéo. Bien sûr, c'est intégrer ces mécanismes de jeu dans des contextes non ludiques. Voilà, pour renforcer la motivation et l'engagement. Alors le rugby, c'est quand même quelque chose de ludique, mais j'ai envie de vous dire que parfois, la façon dont on entraîne, bah, c'est pas très ludique. Quand on fait 10 minutes de plaquage, 10 minutes de passe, et la passe, il faut la faire comme ça, et le plaquage, il faut faire comme ci, et la sécurité, voilà. Bon, à un moment donné, il faut rendre les choses un peu plus dynamiques et un peu plus ludiques, et justement, la gamification va nous y aider énormément, surtout chez les jeunes. Bon week-end. Donc les objectifs incluent l'amélioration et la participation, et bien sûr aussi la mémorisation des informations. C'est ça qui va être très important. Ok. Là, on le voit ici, gamification à travers ces différents items, comme la récompense, l'accomplissement, la motivation, l'engagement des joueurs, des utilisateurs, l'apprentissage et le challenge. C'est pour ça que pour moi, toutes les situations, vous voyez, dans le cadre d'entraînement, c'est des défis. C'est des défis, c'est des challenges. Ok, on va se challenger, on va se défier. D'abord envers soi, et après l'autre va être un moyen pour moi de progresser. Je vais me mesurer à quelqu'un pour voir où j'en suis. Ok. Et ça, ce processus-là, pour moi, il va être très important. Ça veut dire que par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure, à cette ligne d'avantage, à cette ligne de franchissement, aux passes, au plaquage, la manière dont on va les faire, mais peut-être que ça va nous rapporter des points. Et les points, c'est quelque part une récompense. Et peut-être que si on a tant de points, peut-être qu'on aura quelque chose derrière. Voilà. Donc l'idée, ça va être de valoriser avec ce système de points, ou de critères de réussite, les efforts engagés par le joueur, et en même temps, ça va lui permettre de se dire, mais voilà ce qu'on attend de moi. Voilà, on fait confiance à l'entraîneur. Je sais que si l'entraîneur a mis en place ce processus-là, parce qu'au bout, ça va me permettre d'évoluer. Ça, le joueur, il le sait pas. Mais nous, si on lui met un système de points, si on gamifie nos situations, ben, il va nous faire confiance et surtout, ça va l'engager et ça va le motiver. Alors, il y a ce processus. Je souhaitais vraiment qu'on mette le doigt sur ce processus-là, ok, qui est l'évolution entre le conscient et l'inconscient et la compétence et l'incompétence. Le stade ultime, en fait, il est ici.
c'est-à-dire que je suis inconscient que je réalise des choses. Je suis inconscient quand je tire au but. Je suis inconscient quand je réalise mon drop. Je suis inconscient quand je fais une passe de numéro 9. Ok, pourquoi? Parce que ça devient un automatisme. Je suis un expert. J'ai tellement répété, j'ai tellement réfléchi à ça que du coup, ça devient automatique. Et c'est-à-dire que quand ça devient automatique, forcément, c'est moins énergivore et forcément, c'est plus rapide dans la décision et l'exécution. Et ça, c'est vraiment le stade ultime. Et je suppose que vous, par rapport au fait que vous soyez des experts, puisque quand on est pro, moi j'estime qu'on est des experts, vous soyez certainement à cette phase-là, dans vos domaines de prédilection. Ok? Mais ce qui veut dire que des fois, c'est très dur, justement, à transmettre les choses, parce que du coup, ok, certes, on a la maîtrise, mais on le fait inconsciemment. Et des fois, on fait tellement les choses inconsciemment qu'on comprend pas que les autres n'y arrivent pas, en fait. On se remémore pas les toutes petites étapes qu'on a faites pour arriver à ce stade-là. Et ça, parfois, ça peut être dur. Ok? Donc, en général, le joueur débutant, quand il démarre, s'il connaît pas le rugby, on va dire qu'il n'a pas de compétences, mais il s'en rend même pas compte. C'est-à-dire qu'il est incompétent, mais il fait même pas attention, parce qu'il ne sait pas ce que c'est une passe, il sait pas qu'il faut jouer un 2 contre 1, il sait pas les règles. Donc voilà. Très rapidement, bien sûr, après quelques mois de pratique, il va se rendre compte qu'effectivement, il y a ça, il y a les règles, il y a les gestes fondamentaux, il y a les phases de jeu, il y a tout un tas de choses. C'est comme vous, en tant qu'éducateur, si vous démarrez, vous savez pas trop ce qu'il y a, puis après vous vous rendez compte, ah ouais, mais en fait c'est compliqué, en fait les joueurs, ben, si je fais ça, ils font ça, après s'il y a des files d'attente, ils s'ennuient, si jamais on fait des lancements de jeu avec trop de vitesse, mais du coup c'est trop compliqué, ils sont pas en sécurité, voilà, on se rend compte que ben, des fois ils vont se taper, des fois ils vont chouiner, et là on se dit, oh là, mais en fait c'est compliqué, et puis il y a du toucher du second, il y a du jeu au contact, voilà, on se rend compte que là on se dit, ouf, effectivement, il y a du boulot. Donc là il y a une prise de conscience. C'est une étape qui est quand même dure, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un entraîneur, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner pour nous rassurer, pour nous guider, parce que ça va nous faire gagner du temps, et pour nous accompagner, nous guider dans toutes ces choses-là, comme je viens de le dire. Ok? Et le but du jeu, c'est d'amener les joueurs à être compétents, et là, du coup, au fur et à mesure, ils vont être conscients, ils vont se dire, ben oui, je suis toujours conscient, mais cette fois-ci, je réalise que j'y arrive, après, au prix d'efforts et de répétitions. Ok? Pour après, ben, peut-être passer à ce domaine-là, mais ça, il n'y aura pas de certitude par rapport à ça. Donc voilà, donc moi ça me paraît important ce processus, d'accord, parce que moi ça vous permet de nous dire, ça fait partie du processus, comme je dis depuis le début. Cette phrase-là est assez choc, enfin cette citation, enfin voilà, c'est clair. Moins de 10, celui qui ne joue pas, celui qui joue pas beaucoup, celui qui est remplacé, celui qui se fait fâcher, enfin remplacé. Tout le monde est remplacé, bien sûr. Mais celui qui rate une passe qui est remplacé, voilà, parce qu'il a fait des erreurs et tout ça, ça peut marquer un petit peu le joueur. Ah, la petite partie neurosciences, nous y voilà. Neurosciences et apprentissage, plasticité du cerveau, les neurosciences cognitives, sciences qui abordent le cerveau en tant qu'outil de traitement de l'information. C'est ça en fait les neurosciences. Ok. Les neurosciences, ça permet de se dire mais comment le cerveau traite l'information. Et à partir du moment où on commence à connaître ça, où moi j'ai commencé à comprendre ça, j'ai changé ma manière d'entraîner. J'ai changé, c'est pour ça que j'ai mis en place le cadre d'entraînement avec ces différentes situations. Parce que par rapport aux recherches que je effectue, comme celle-ci, B, chaque situation, comment je vais l'articuler, comment je vais la mettre en place, les plots, les trucs, les machins. En fait, ça vient de ça, pour faciliter l'apprentissage. Ok. Moi, ce que je retiens ici, c'est la plasticité cérébrale. Et ça, c'est quelque chose d'assez énorme. Plus le cerveau structuré. C'est-à-dire que jusqu'à 25 ans, ça c'est assez incroyable, le cerveau se construit, enfin c'est pas qu'il se construit, il développe de nouvelles connexions, tout simplement, en fonction de nos expériences et notre environnement. D'où l'idée de s'entraîner, de stimuler ce cerveau-là, parce que si on le fait pas, il n'y a pas de progression. Alors vu comme ça, tout le monde le sait, mais je peux vous dire que quand vous voyez les capteurs et quand vous voyez ces choses-là de manière un peu plus recherchée, vous vous rendez compte quand même que l'impact est assez énorme. Ok, par exemple mon enfant qui est en difficulté d'apprentissage, ok, même en grosse difficulté parce qu'il a un problème génétique, ok, ben lui, on nous en dit dès le début, il va falloir le surstimuler. Pourquoi? Parce qu'il va être pas dans le mimétisme qu'ont tous les enfants. C'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup, et en fait, parce qu'il n'a pas la connexion, enfin, il a les connexions, mais c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Ce qui veut dire que lui, ça va prendre plus de temps, et il faut changer ses méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire que lui, très concrètement, il va à l'école le matin, mais l'après-midi, il a une personne pendant 3 heures, en 1 contre 1, juste avec une personne, qui va là le surstimuler. Parce qu'à l'école, on stimule, mais vu qu'il y a une dizaine d'enfants dans la classe, ben forcément, on peut pas surstimuler tout le monde. Et puis surtout, les autres, ça avance beaucoup plus vite que lui. Donc lui, il a besoin d'avoir quelque chose vraiment de spécifique. Et du coup, on a changé la méthodologie d'apprentissage, qui est beaucoup plus pointilleuse. Voilà.
Le cerveau est structuré dès la naissance aussi. Ça veut dire qu'en fait, dès la naissance, les joueurs, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Tout est en place. C'est ce qu'il faut comprendre à ça. Moi, très concrètement, ça m'apportait quoi? Mais je me disais avant, là, en fait, le sens tactique, vous savez, la ressource tactique du joueur, je me disais, en fait, vu qu'ils sont pas capables de prendre des décisions, vu qu'ils ne sont pas capables forcément de bien comprendre le jeu, on va faciliter les choses et en fait, on va se concentrer sur la technique, sur le physique, ok, chez les jeunes, la motricité et tout ça, et la technique, et puis voilà. Il n'y aura pas de prise de décision, ils le feront à partir des minimes, cadets, tu sais, où on commence à jouer à 15, et là on verra s'il faut jouer déployé, axial, jouer au pied, voilà, je me disais ça. Et en fait, erreur, maintenant, de ce que j'ai compris, d'accord? Parce qu'en fait, ok, tout ce que je vous disais avant, c'est vrai que jusqu'à l'âge de 15, 16, 18, 20 ans, la prise de décision, elle est très dure pour les jeunes. D'accord? Et même des fois, il y a des problématiques chez les adultes. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ils n'en sont pas capables, mais ils ont les connexions qui sont là. Et en fait, plus on va retarder l'apprentissage du sens tactique, moins on va faciliter les choses plus tard, en fait. C'est-à-dire que très concrètement, moi j'ai toujours cette métaphore avec le chemin dans la forêt. C'est-à-dire que je vous avais un chemin à droite et un chemin à gauche, ok? Et en fait, quand je vais dans la forêt, je passe toujours par le chemin qui est à droite et jamais à gauche. Ce qui fait que comme j'y passe tous les jours, je répète ce chemin-là, mais à force, qu'est-ce qui se passe dans la forêt? On voit un sentier. C'est-à-dire, il n'y a plus d'herbe, il y a la terre qu'on voit apparaître, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus d'escargots, il n'y a plus de limaces, il n'y a plus rien, parce que j'y passe tous les jours. Et en revanche, à gauche, on voit, il y a les limaces, il y a les escargots, il y a les feuilles et tout. Et en fait, pour moi, la connexion nerveuse, enfin, c'est pas pour moi, c'est de ce que j'ai compris, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que si jamais on n'utilise pas du tout la prise de décision et tout ça, en fait, la structure va être là, mais elle va pas se développer. Ce qui fait que elle va se réduire et elle va se fermer. Et quand on voudra la sortir à 13-14 ans, ça va être hyper compliqué. Enfin, ça va être beaucoup plus dur. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, non, on va plutôt favoriser tous les chemins, ok? On va aller arborer tous les sentiers et tout ça, on va leur ouvrir. Et comme ça, au fur et à mesure, quand ils seront capables, ce sera beaucoup plus facile pour eux de prendre les meilleures décisions. Parce qu'on aura déjà élaboré avant. Alors après, oui, ça va être dur en tant qu'entraîneur, parce que ils vont faire des erreurs, ils vont faire un paquet sur la prise de décision, ça va nous énerver, parce qu'on va se dire, ouais, voilà, on leur a dit qu'ils ont le droit de jouer au pied, maintenant ils font que jouer au pied, c'est un peu pénible ça. Mais oui, mais ça fait partie du processus, voilà. Mais collectivement, c'est nécessaire de passer par ces étapes-là. En fait, de ce que je comprends, c'est que c'est dur de sauter les étapes, ok? Alors, il y en a qui vont plus vite que d'autres, je dis pas le contraire, mais c'est quand même compliqué, d'accord? On reste dans la généralité. Donc moi, c'est ce que j'ai compris, et déjà, ça a changé ma vision de l'entraînement. C'est pour ça que je vais utiliser le questionnement, c'est pour ça qu'on va utiliser les défis situationnels pour mettre de l'intelligence de jeu chez le jeune joueur le plus rapidement possible. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Maintenant, on va terminer avec les 4 piliers d'apprentissage qui sont ici, avec ces 4 piliers qui sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Et là, en fait, grâce à ces 4 piliers d'apprentissage-là, c'est ça qui va aussi contribuer à comment j'ai construit mes situations d'entraînement. Ok, là attention, on va parler dans la technique de communication, ok, bien sûr, grâce à l'action de l'accompagnant dans l'éducateur, qui va stimuler, qui va alerter, ok, et nous on va utiliser tout un tas de stratégies comme ça, ok, pour alerter les joueurs, pour les amener à bouger, ok, on va orienter l'attention, on va essayer de faire des focus, ok, je vous laisse lire ça ensuite. Ensuite, l'engagement actif, ok, donc une fois qu'ils sont motivés et tout ça, on va essayer de donner du sens, on va proposer des défis, des challenges. Là, on est dans la gamification. Là, il faut qu'on envoie, il faut qu'on soit animateur, il faut qu'on soit très très bon là-dessus. Ensuite, le retour d'information. C'est pour ça qu'il y a des défis, c'est pour ça qu'il faut compter les points, c'est pour ça qu'il faut faire des duels, c'est pour ça que quand on fait des parcours, il faut prendre un chrono, il faut qu'ils se confrontent l'un à l'autre, parce que du coup, on va être dedans. Ils vont avoir un direct. En fait, il ne faut pas attendre 10 ans. Le plus grand malheur, en fait, notamment à l'école, c'est qu'en fait, tu fais ton devoir, et 10 jours après, on te rend ta copie. Et t'es complètement passé à l'autre chose. Les enfants, ils veulent avoir un retour direct de suite. C'est pour ça que les jeux vidéo marchent bien. C'est-à-dire que Mario, tu sautes, soit tu y arrives, soit tu tombes dans le vide, et tu recommences à zéro. Direct, tu sais si tu as échoué ou si tu as réussi. Voilà. Et enfin, la consolidation, le transfert de l'apprentissage explicite vers implicite. C'est pour ça que, par exemple, moi, ce que je vais vous faire, je vous amène de la théorie, et très rapidement après, je vous fais un petit défi. Ok, pour consolider cette théorie-là. Ok, je vous ai dit des mots, il y en a qui passent à droite, à gauche comme ça, et en fait vous avez une rétention qui est assez limitée, comme tout le monde. Ok, mais derrière dessus, papa, on met un défi. Et c'est ce qu'on va faire dans nos situations d'apprentissage. On va faire des skills, on apprend la passe, ok, t'apprends la passe, t'apprends le geste, et direct après, papa, je te mets dans une situation de 2 contre 1. Et on va automatiser comme ça le jeu. Voilà un petit peu ce que je voulais vous amener à travers la situation d'apprentissage pour cette première partie.